Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Oui, je pète la forme aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Franchement, c'est trop bien. Bon, par contre, je vais pas vous mentir, je vais peut-être avoir besoin d'une centrale nucléaire à moi toute seule pour pouvoir recharger ma clope élec. Donc, comptez pas sur moi pour faire des économies d'énergie cet hiver. Je suis désolée. Et en parlant de ça, je tenais vraiment à tous vous remercier pour vos messages d'encouragement hier en commentaire. Franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Parce que je vais pas vous mentir, le montage de mon Fear and Greed, j'ai cru que j'allais exploser mon ordi à la fin. Vraiment que j'en pouvais plus. Et en lisant vos commentaires une fois la vidéo postée, mais vous pouvez pas savoir à quel point, je sais pas, ça m'a apaisé, ça m'a calmé, ça m'a redonné de la force. Donc merci à tous. Et en plus j'ai beaucoup de chance parce que NoFomo me suit dans l'aventure. Donc normalement avec toute cette motivation, on devrait y arriver. Allez, on passe à notre Fear and Greed Index qui est à 20 dans l'extrême peur. Alors par contre, le dernier extrait que j'ai monté, c'est de Publication Agora. Je vous laisse aller découvrir la news. Je pense que d'ici peu, le Fear and Greed sera pas à 20, mais à moins 20. C'est vraiment dingue ce qui est en train de se passer. Je comprends plus mon monde. Voilà. Honnêtement, c'est un truc de dingue. Donc vous allez voir cette news. C'est voilà, du grand n'importe quoi pour pas changer. Et du coup, on passe à notre market order flow qui est dans le neutral. J'ai également découvert une nouvelle chaîne YouTube aujourd'hui, le Club Crypto. Donc dans l'extrait qui va suivre, vous allez découvrir un petit passage de son tuto sur comment intégrer des watchlists sur TradingView. Alors je vous recommande chaudement d'aller voir son tuto en entier si ça vous intéresse. Et si toi tu connais d'autres méthodes pour intégrer des watchlists sur TradingView, eh ben n'hésite pas à nous le partager en commentaire. Ah oui aussi, alors c'est vrai qu'en début de vidéo, je vous disais que je pète la forme et tout, c'est vrai. Mais, il faut dire en passant que je pense que le manque de nicotine me rend un petit peu plus irritable, mais vraiment un chouïa. Alors si des youtubeurs passent par là, s'il vous plaît, arrêtez Bybit. Bybit à droite, Bybit à gauche, Bybit en bas, Bybit chez ton voisin, j'en peux plus. Bybit, j'en peux plus. Alors un coup c'était Binance, on en avait à toutes les sauces et maintenant c'est Bybit. Franchement c'est juste insupportable. Voilà, alors c'est peut-être juste le manque de nicotine, hein, je le dis comme ça, je le place. Mais voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Il en faut bien un de temps en temps, ça fait pas de mal. Allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente vidéo, une excellente soirée. C'était Zap Crypto. Je vais vous faire un tuto ici pour vous expliquer comment importer des watchlists dans TradingView, c'est-à-dire avoir accès à des listes qui vous répertorient toutes les cryptos d'une plateforme choisie. Le site, ça s'appelle CryptoKaios, donc on va justement tout faire ensemble. On va enregistrer les watchlists, on va les importer sur TradingView et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner justement des astuces pour optimiser la gestion et l'utilisation de vos watchlists et aussi des méthodes pour optimiser juste l'utilisation de TradingView. Donc le site s'appelle CryptoKaios, le lien est sous la vidéo si vous en avez besoin. Et en fait, vous voyez qu'il répertorie des watchlists, par exemple ici des cryptos par rapport à l'USDT, par rapport à l'ETH, par rapport à Bitcoin, au BNB, et ça par plateforme. Donc il y a des plateformes qui sont totalement inutiles, sur lesquelles on va pas forcément venir trader, et d'autres qui sont utiles. Donc on va voir tout ça ensemble. Ici, vous allez avoir justement tout ce qui touche plutôt à la bourse traditionnelle si ça vous intéresse. Et ici, on va avoir les watchlists de Binance US qui ne nous intéressent pas puisqu'on n'est pas résident US. Bitstamp, Bitrex, Coinbase, pas forcément besoin. Gemini non plus. Huobi, oui, c'est intéressant si vous cherchez tout ce qui est shitcoin, petit token que pas grand monde regarde et qui est assez risqué d'investir dessus mais qui peut vous donner des bons rendements. Kraken, je vous le déconseille, c'est très illiquide, il y a beaucoup de mèches, vous allez vous faire arracher les stop-loss. KuCoin, c'est comme Huobi, c'est intéressant. HitBTC, non. FTX, oui, ça nous intéresse. Uniswap, si vous souhaitez avoir des tokens de la DeFi. Et CryptoKaios fait en sorte aussi de pouvoir mettre à jour et d'avoir des listings de plusieurs plateformes. Donc, gardez bien le site justement dans vos favoris, puisque d'ici quelques semaines, quelques mois, vous pouvez très bien avoir justement d'autres exchanges comme Ascendex ou Bybit ou d'autres plateformes. Donc pour répondre à la question, les watchlists sont mises à jour quotidiennement. Donc là-dessus, vous êtes tranquille, vous savez qu'à chaque fois que vous importez une watchlist, vous avez tout qui est OK niveau listing. Maintenant, comment justement importer une watchlist dans TradingView? On va prendre l'exemple ici de Binance et on va choisir la paire USDT. Je vous conseille surtout d'avoir les paires USDT et BTC. Pourquoi? Parce que trader les paires face à l'ETH, ça va être assez casse-gueule, je vous le déconseille. Et par rapport au BNB, à moins de vouloir accumuler du BNB, entrer dans les paires, les cryptos par rapport au BNB,
Bon voilà, c'est assez anecdotique, je l'ai fait pendant un temps, mais c'est pas la priorité, vraiment c'est pas la priorité. Être dans la crypto, c'est pas de tout repos. Hein. Et, là, j'ai vu que vous avez mis une news comme quoi Tornado Cash, le pauvre, il a fait appel de la décision de justice. Le mec, il est en prison. Pour l'instant, il sait pas pourquoi. Il y a eu une première condamnation pour blanchiment d'argent, si je comprends bien. En fait, c'est ça. En fait, pour la justice, il est pas en tôle parce qu'il a créé une ligne de code. Il part du principe qu'il est en tôle parce que grâce à lui, il y en a plein qui ont blanchi de l'argent. Il a fait une application, il avait aucune idée des méfaits, enfin de la déroute ou de l'utilisation qu'auraient les gens de l'application. Ça veut dire que tu crées quelque chose pour la communauté, peut-être que lui il avait créé pour une utilisation X, les gens ils en ont fait une utilisation Z, et la justice dit c'est de ta faute. Une utilisation Z, tu es responsable de tout en fait. La justice en fait, elle a ciblé 44 wallets qui auraient été propices au blanchiment d'argent et passés par Tornado, et elle considère qu'il est lié à ces 44 adresses. Il a fait appel, son appel apparemment ça se passe pas bien, il prend 2 mois de plus en détention, donc pour le coup, ça parle de faire une saisie. Mais c'est bien. J'ai l'impression qu'on fait vraiment un exemple de ce type-là et on le met au pilori. Et du coup, lui, il est citoyen russe ou il est citoyen néerlandais parce qu'il vivait à Amsterdam, mais il est russe. Donc c'est peut-être pour ça. Vous pensez attendez, vraie question. Est-ce que vous pensez que c'est parce que justement il a un lien avec la Russie que je pense que ça aide pas. Parce qu'on avait parlé de je pense à cause de ça, mais ça aide pas. Parce que c'est pas les États-Unis à proprement parler qui l'ont enfermé. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est les Néerlandais. Oui, c'est les Néerlandais. Moi je parle de ça parce que on avait parlé plusieurs fois, comme quoi on avait des citoyens même français, enfin des citoyens français nés en Russie. Qui avaient leurs banques qui ont gelé le compte bancaire. Ouais, ils ont gelé le compte bancaire de citoyens français parce que à un moment donné ils ont posé. On a vu en 92 vous êtes allé en Russie pendant 5 minutes, vous avez fait une escale. Il y a des liens avec Poutine? Non mais c'est incroyable quand même. Par ricochet. Mais t'as raison, on en avait parlé sur la chaîne. C'était une nana qui était née en Russie mais qui vivait en France depuis une trentaine d'années, qui sa banque l'avait contactée pour fermer son compte, geler les avoirs, en lui disant qu'elle faisait partie des sanctions contre la Russie. Et la meuf, au fin fond de chez elle, je sais plus où elle habitait dans la Creuse, en France, elle a dit mais attendez, vous venez me mêler à l'histoire là de la Russie? Et les mecs, ils ont bloqué son compte sans pitié. Donc est-ce que le fondateur de Tornado, qui effectivement lui aussi est né en Russie, est-ce que ça a pas plaidé pour sa cause? Je pense que oui, très sincèrement. Tout mon soutien à cette personne qui se retrouve, je pense que lui, il doit vivre un cauchemar éveillé. Il a écrit une ligne de code. Du jour au lendemain, il se retrouve en zonzon. Il a été arrêté dans sa bagnole et ils ont saisi sa bagnole dans la foulée. Génial. En plus, tu vois ce qui me prend au nez? Tu vois ce qui c'est pour ça que t'es toujours sur le qui-vive, toujours en train de courir. C'est pour ça que je change d'endroit tous les 2 jours, que je regarde dans mon dos et tout, je fais très gaffe. Ici, notre ami Venture Founder qui nous dit que le GBTC, que le Grayscale Bitcoin, c'est tout simplement le Bitcoin acheté via Grayscale par des professionnels. Alors par contre, c'est loqué pendant 6 mois. Il est à 12 100 $. Donc des professionnels, est-ce que tu préfères acheter du Bitcoin loqué pendant 6 mois à 12 000 $ ou tu préfères l'acheter à 19 000 pas loqué? Mais moi, je déteste loquer des cryptos, mais je préfère acheter du Bitcoin à 12 000, même s'il est lock 6 mois, tu vois. Donc les institutionnels qui reviennent, qui rachètent, oui, sur le marché, c'est génial. Non, ils iraient plutôt voir Grayscale, tu vois. Bon. Je voulais aussi vous parler de la SEC, l'autorité des marchés financiers aux US, en charge de tout ce qui tourne autour de la bourse, qui vient de faire un règlement à l'amiable avec Kim Kardashian. Kim Kardashian, la célèbre star autour de story qu'elle avait posté il y a quelques temps sur Ethereum Max. C'est une crypto-monnaie qui n'a absolument rien à voir avec Ethereum. C'est une sorte de, on va dire pump and dump, ou en tout cas c'était une crypto qui avait pour but, qui n'était pas clair, en tout cas pour moi c'était clairement une shitcoin, il n'y a pas plus shitcoin qu'Ethereum Max, et elle avait fait une story, je pense, où elle disait, voilà, est-ce que vous avez entendu parler de cette crypto Ethereum Max sans à aucun moment dire que c'était une publicité? Vous avez la story ici, dans cette story où il y a sa tête, elle avait montré il y avait le petit hashtag ad, mais je me souviens plus de cette story, moi ce que je me souvenais c'est de la deuxième, et dans la deuxième, et ben si, il y avait quand même le hashtag ad, mais la SEC a dû considérer que ce n'était pas suffisant, parce qu'ils lui ont reproché d'avoir mentionné, d'avoir fait de la publicité pour Ethereum Max sans dire clairement que c'était une publicité, donc ils ont dû juger que c'était pas suffisant d'avoir le petit hashtag ad, donc pour publicité. Ils lui ont aussi dit qu'il fallait qu'elle révèle combien elle avait gagné avec cette publicité, alors qu'elle l'a pas dit. C'est des réglementations au niveau de la SEC assez contraignantes sur ce sujet. Et surtout, c'est la SEC, encore une fois, qui considère que voilà, Ethereum Max est une security.
Donc les securities, les titres financiers, c'est des actifs qui sont censés être sous réglementation de la SEC, mais la SEC ne veut toujours pas se prononcer sur qu'est-ce qu'une security. Qu'est-ce qu'une security? Il y a tout le procès actuellement entre Ripple et autour du XRP et la SEC sur est-ce que XRP est une security. La SEC ne veut pas dire clairement ce qu'est une security parce que ça leur donne en fait beaucoup plus de pouvoir d'aller contre n'importe quelle crypto et dire voilà, ça c'est une security. Et Ethereum Max, là, ils ont clairement dit security, personne va venir contester cela, je crois, pour l'instant. Kim Kardashian, elle a versé 1,26 million de dollars de pénalité, 250 000 en fait, comme c'était le montant qu'elle a perçu pour cette story. Donc, je voulais vous demander combien les influenceurs de type Kim Kardashian touchent pour faire une publicité. Bah, c'est de l'ordre de 250 000 dollars pour une petite story comme ça d'une 15 secondes. Et voilà, et 1 million de dollars de dommages et intérêts. Et elle a aussi l'interdiction de faire de la publicité pour des crypto asset securities pendant 3 ans. Solana qui se permet de faire encore un blackout pendant 5 heures. Donc là, ça revient, mais c'est pas du tout bon pour Solana qui... c'est pas le premier, ça arrive régulièrement et donc voilà, c'est un projet qui commence à faire un peu peur, notamment à ses développeurs, puisqu'on voit qu'il y en a pas mal de développeurs qui sont attirés notamment par Aptos. Je sais pas si vous connaissez ce projet, mais qui est un projet qui a été constitué par une grande partie des développeurs de Lyra, en fait, vous savez, qui était le projet porté par Facebook, le projet de stablecoin, et qui finalement n'avait pas abouti. Donc tous ces développeurs qui avaient déjà quand même fait pas mal de recherches se sont retrouvés sur un projet qui est extérieur, c'est plus Facebook, mais donc ils lancent une blockchain, c'est assez intéressant, je pense, et donc ils ont levé 350 millions quand même, c'est quand même pas mal, je pense, et qui donc envisage, et qui débauche évidemment pas mal de développeurs, notamment ceux de Solana. En tout cas, on voyait qu'il y avait notamment des projets comme Helium qui avaient décidé de bouger de leur blockchain. On l'avait vu il y a 2 semaines, qui avaient décidé de bouger de leur blockchain pour bouger sur Solana. Et donc, ça sont des applications d'Internet des objets. On voit pas comment ce type de blackout peut arriver. C'est à mon avis, c'est un deal breaker pour eux. Ça va être extrêmement compliqué d'avoir des applications qui doivent fonctionner en flux tendu et qui sont sur une blockchain où il y a régulièrement des coupures de 5 heures, donc durant lesquelles il n'y a plus une transaction qui est ajoutée sur la blockchain. Je pense que c'est un vrai problème. I would have to say that we are one of the largest user-based multi-chain wallet out there. So we have about 60 million downloads, which make us the biggest mobile wallet. 10 million of them are active on a monthly basis. And we support close to 70 blockchains now, which enables users to access up almost 6 million tokens and a variety of NFTs on 6 different blockchains. And that has been a focus for us, is how do we continue to scale and enable more networks, more projects, more utilities as the industry expand, that we can do so. So coming back to, for example, many people might have heard about MetaMask or familiar with MetaMask. Then if I were to describe the differences, I think they serve for different user bases. MetaMask history back in 2012 was first designed to be a developer tool. That's why they are on the web, because it helps the developers to best test, customize, and that genetics helps MetaMask to continue to do very well in the developer communities, I would say, better than we do. But it also makes the user experiences not the most intuitive for the majority of the users. You want to add a network, for example. Exactly. Yeah. So I think that's just how originally the genes of the product comes into being, then shapes the growth path of a lot of the different products. So user experiences is different, and then the multi-chain support. We're about 6 times of the number of the chains that MetaMask can support. So we're truly chain agnostic, EVM, non-EVM all together. Bitcoin, c'est un thermomètre de la quantité d'énergie qui est gâchée dans le monde, parce qu'on peut pas la récupérer pour des raisons X ou Y. Et donc dire, en fait, en accusant Bitcoin de consommer de l'énergie, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de pointer du doigt le thermomètre, c'est-à-dire le truc qui nous permet de dire qu'il y a plein d'énergie gâchée dans le monde, qui peut pas être utilisée à son plein potentiel. Et on est en train de dire, voilà, le thermomètre, c'est pas bien. Et on ne regarde pas du tout derrière qu'en fait, si on a des indices d'une consommation énergétique, c'est bien parce qu'il y avait de l'énergie disponible qu'on n'a pas consommée. C'est en ça que je dis que, d'une part, il y a une inversion de causes et conséquences dans le FUD écologique, et d'autre part,
bah, c'est aussi typique de tirer sur le messager quand on n'aime pas le message, c'est-à-dire quand on n'aime pas le fait qu'il y a une consommation d'énergie. Après, je sais que ça va pas satisfaire tout le monde, et puis de toute façon, il faudrait commencer à partir après dans l'explication de comment Bitcoin fonctionne, mais souvent les FUD écolos, ils comprennent absolument pas ce que c'est que l'ajustement de difficulté. Donc c'est un peu problématique. Donc ce que j'aime bien dire aussi, c'est de donner un exemple en disant ok, imagine demain tu divises l'énergie disponible dans Bitcoin, tu la divises par 2, qu'est-ce qui se passe et de lui expliquer qu'en fait il va rien se passer, quoi, ça va rien changer, que en fait c'est aussi je pense un problème de communication qu'on a nous dans notre façon de dire comment Bitcoin fonctionne. Souvent on aime bien dire oui, Bitcoin il est sécurisé par l'énergie. Et c'est vrai au niveau individuel, c'est-à-dire que si on cherche à faire en sorte de me tromper, moi, sur quel est l'état actuel du réseau, l'état des comptes, quoi, l'état du registre, quelle est la blockchain sur laquelle le réseau est, oui, on peut me tromper en consommant beaucoup d'énergie, mais il faut en consommer plus que le réseau. Donc ça, c'est pas facile. Enfin, beaucoup en tout cas par rapport au réseau. Mais sinon, au niveau global, ce qui compte, c'est pas l'énergie qui est cramée au total, c'est la distribution de cette énergie. Et je pense que c'est important de dire que finalement, Bitcoin, il est avant tout sécurisé par la distribution des personnes qui décident de contribuer, de mettre de l'énergie, de cramer de l'énergie dedans, et pas tant par cette quantité d'énergie. Donc après, c'est pas facile à communiquer, pareil. Et je pense qu'il faut chercher des punchlines qui permettent d'envoyer ce message de manière efficace, parce que je pense que c'est surtout, je pense qu'on a des moyens d'avoir des bonnes punchlines qui soient vraies, en fait, et que du coup, si les gens creusent en se disant non, mais c'est que de la punchline, et puis après, ils regardent le détail, et puis ils voient qu'en fait, c'est pas juste une punchline, quoi. Il y a une vérité derrière. Ça peut, je pense, être plus convaincant. L'électricité. Pour nos ancêtres, c'était une force miraculeuse qui apportait chaleur et lumière dans les maisons, et de l'énergie en plus pour les mécaniques agricoles. Pour nous qui sommes nés dedans, elle fait partie du décor. On a grandi avec elle. Très tôt, on nous apprend à ne pas mettre les doigts dans les prises et à bien se sécher les mains avant d'actionner l'interrupteur, et nous l'apprenons ensuite à nos enfants. Pour nous, comme pour eux, brancher un téléphone, allumer la lumière, une console ou une cafetière sont devenus des automatismes. Et c'est quand le courant est coupé qu'on s'en rend vraiment compte. Un orage ou des travaux ou un lieu solitaire éloigné des lignes électriques, et ce sont soudain des centaines d'automatismes qui deviennent autant de problèmes qu'il faut régler, parce que le café ne va pas se faire tout seul. L'électricité est omniprésente dans notre quotidien, nous y sommes totalement accoutumés, et quand elle manque, c'est la crise. Et en général, c'est dans ces moments-là qu'on s'intéresse à l'envers du décor. Tiens, mais oui au fait, d'où vient-il le courant ? En France, ce courant a un nom. Depuis 77 ans, il alimente nos chaudières, nos écrans, les machines de nos usines grâce à l'existence d'un seul acteur, EDF pour Électricité de France. Ce seul nom évoque à nos parents des images qui sont bien différentes de celles que nous nous en faisons aujourd'hui. EDF, c'était la fierté de la France, une incroyable aventure industrielle qui nous a permis de gagner notre titre de maître de l'atome. Pendant plus de 60 ans, notre pays s'est appuyé sur son fournisseur d'électricité pour accompagner les besoins de sa croissance. Et longtemps, le monde entier a pris pour modèle notre réseau de centrales et de distribution gigantesque et performant. Mais depuis 15 ans, les genoux du colosse insubmersible commencent à plier sous le poids d'un enchaînement de mauvais choix et d'une conjoncture effroyable. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lente descente aux enfers d'EDF qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il était et dont l'avenir ne s'annonce pas très brillant, sans mauvais jeu de mots. Je vais vous raconter comment il est passé de premier producteur d'électricité nucléaire en Europe et deuxième dans le monde à 5e roue du carrosse. Vous allez voir que le groupe n'est pas seulement disponible pour toutes les expérimentations et corvéable selon les aspirations des gouvernements, c'est aussi une grosse réserve d'argent qui peut être mobilisée pour financer indirectement certains grands projets nationaux. Hier, le Crédit Suisse s'est fait massacrer sur le début de nouvelles, puisque je vous rappelle quand même que hier, à 8h du matin, on était tous plus ou moins convaincus qu'il y avait quand même un risque de faillite quelque part, pas complètement à négliger. Et puis, finalement, au fur et à mesure de la journée, on s'est rendu compte que le patron du Crédit Suisse, il a pris sa mallette, il a pris sa voiture de fonction, il est allé frapper chez tous les fonds d'investissement qui sont des gros actionnaires du Crédit Suisse pour leur dire « Ouais les gars, cool, tout va bien, on maîtrise le sujet, il n'y a pas de souci,
notre division Wealth Management, c'est une machine de guerre. Ok, la division Investment Banking, c'est tout pourri. Mais on va trouver des solutions. Pour l'instant, on a les moyens de continuer à survivre. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors du coup, on a senti une sorte de réassurance chez les gros investisseurs et finalement, les titres sont remontés. C'est un petit peu comme ça qu'on pourrait l'analyser si on était sur le divan d'un psy. En gros, ce qu'il faut retenir à la fin, c'est que finalement, eh bien, le Crédit Suisse a terminé quasiment flat. Donc c'est un joli reversal, mais par contre, ça ne résout pas tous les problèmes. Ça ne résout pas tous les problèmes parce que finalement, ce qu'il faudra bien retenir aujourd'hui, c'est que le Crédit Suisse, ils ont besoin de pognon. D'une manière ou d'une autre, ils vont devoir lever des capitaux. Alors aujourd'hui, c'est pas en motivant les gens à investir en bourse que ça va changer quelque chose. Ce qu'il faut, c'est que les gens viennent racheter de nouvelles actions. Donc une augmentation de capital. Le problème, c'est qu'avec l'ambiance sur laquelle on vit aujourd'hui et les risques qu'on a quelque part sur le Crédit Suisse, eh bien les gens sont en train de se dire oui, mais alors s'il y a une augmentation de capital ici, il faudra diluer le capital de manière assez massive pour finalement que le prix d'achat soit intéressant. Ce qui veut dire que les actionnaires actuellement risquent bien de se faire diluer de façon spectaculaire. Donc il y a encore un potentiel de baisse. Mais ça, c'est de l'histoire future, puisque finalement, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est une évidence. Il semblerait quand même évident qu'à un certain moment, le Crédit Suisse va devoir trouver des moyens de lever des capitaux pour essayer de se sortir. Sinon, ça va être très 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 compliqué, ou alors qu'il se fasse racheter. Mais dans l'état actuel, ça paraît quand même un tout petit peu compliqué. Ce qu'on pourrait plutôt imaginer, c'est une augmentation de capital, restructuration de la société, et puis derrière, qu'ils viennent se faire bouffer par quelqu'un d'autre dans la foulée. Et avant d'aborder l'euphorie des marchés sur de faux espoirs, je commence avec cette alerte au missile nord-coréen qui a donné lieu pour la première fois à la télévision japonaise et sur toutes les applis Internet, qui a donné lieu à un appel à la population japonaise de gagner l'abri le plus proche, ne sachant pas où ce missile risquait de tomber. Alors, il y en a déjà des dizaines qui ont survolé le Japon, tiré par Pyongyang pour provoquer les Américains, naturellement. On se demande d'ailleurs parfois si la Chine n'est pas un petit peu derrière, mais oups, ça serait un peu complotiste de le prétendre. Donc, c'était juste une petite note d'humour. Les Japonais donc ont reçu cette alerte qui, c'est vrai, a surpris pas mal de monde. Bon, ça n'a pas vraiment intimidé Tokyo qui a quand même gagné 3%. Donc voilà, on se rassure. Oui, 3% de hausse aujourd'hui et même 3,6 à Paris, avec un CAC 40 qui a fait une incursion au-delà des 6000 points. Là, on a une mauvaise nouvelle finalement. L'activité manufacturière américaine a baissé, mais ça a permis un gros up de la bourse parce que ça éloigne peut-être la perspective d'une augmentation encore très rapide des taux d'intérêt, puisque je vous rappelle que si la Fed augmente les taux, c'est dans l'espoir de faire baisser l'inflation et donc, d'une certaine manière, la croissance. Donc là, elle réussit sur l'ISM. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Donc, ça devrait, en théorie économique de base, entrer dans un coin de la tête de la Fed en disant si on voulait augmenter les taux de 0,50, on va les augmenter que de 0,25 parce qu'on a une baisse de l'activité manufacturière. C'est exactement ce que vient de nous faire l'Australie, ce qui a remis aussi un petit coup de boost parce que le fait que la Banque centrale australienne augmente ses taux de manière moins importante, on se dit les États-Unis peuvent faire de même. Le gouvernement anglais qui fait pédale machine arrière, qui a pédalé dans l'autre sens et qui finalement est en train d'annuler leur plan qu'ils avaient prévu de faire, le plan qui avait flingué la livre, qui avait flingué les obligations britanniques. Eh bien, on est en train de parler de l'annuler et ils sont en train de l'annuler. D'ailleurs, c'est complètement un 180 à 250%. C'est le gouvernement le plus jeune qui a eu le plus gros échec, le plus rapidement, visiblement, historiquement parlant. Je suis pas sûr que dans toute l'histoire de l'Angleterre, ils aient déjà fait mieux que ça. En tous les cas, machine arrière du côté du gouvernement britannique, ça a également rassuré les marchés. Ça a bien aidé. Ça va pas régler le problème non plus de la livre sterling qui est au fond du bac. Elle est remontée un petit peu, mais on est encore loin de retrouver les niveaux d'antan. Donc il y aura peut-être encore des opportunités d'acheter des chalets à Verbier dans quelques temps, c'est pas sûr. En tous les cas, par rapport à ça, on a une pression qui s'est un petit peu levée sur le côté de l'Angleterre. Le dollar US, je ne sais pas s'il est en train de faire un truc de sommet
comme ici en 2002 ou comme ici en 2015. Mais en tout cas, il va consolider à court terme. Je surveille en daily cette zone. Si on casse ça, le marché crypto va s'envoler. Si on tient support, il n'y aura pas de rebond du marché crypto. Et au contraire. Le risque pour le marché crypto, c'est d'aller chercher ce niveau-là sur le DXY, qui est l'indice de devise de la US face à un panier de devises. On verra. En tout cas, quand est-ce que le marché crypto fera son point bas? Première raison, quand l'USD fera son point haut. Deuxième raison, le marché crypto fera son point bas. Deuxième raison, le marché crypto fera son point bas le jour où sera acté le pivot monétaire des banques centrales, c'est-à-dire une conviction que la hausse des taux d'intérêt est terminée, où on pourra se projeter sur une future baisse. Pour cela, j'utilise un spread de taux d'intérêt, la différence entre le taux d'intérêt à 10 ans et à 2 ans des États-Unis. Actuellement, les taux d'intérêt à court terme sont supérieurs aux taux d'intérêt à long terme. On appelle ça l'inversion de la courbe des taux. Effectivement, la logique capitaliste, ce sont que les taux à long terme sont plus élevés que les taux à court terme. Vous avez tous fait un prêt immobilier, ou en tout cas, vous connaissez le concept. Bon, actuellement, il y a une inversion de la courbe des taux, mais elle est sur support. Je vous montre ça. Voici l'illustration de l'inversion de la courbe des taux. Alors actuellement, elle est inversée car le taux à 2 ans des États-Unis est supérieur au taux à 30 ans et aux 10 ans, ce qui est une aberration. Mais historiquement, j'ai construit ici en marron la différence entre le 10 ans et le 2 ans. Lorsque la différence est inférieure à 0, le taux à 2 ans est supérieur au taux à 10 ans. On fait des maths de base là, je ne perds pas de temps. Regardez où nous sommes. Nous sommes revenus sur un support de 40 ans. Peut-être que nous sommes proches du timing d'un rebond. Et il faut redépasser 0 pour mettre fin à l'inversion de la courbe des taux. Au niveau des indices de volatilité, le VIX et le MOVE, alors le VIX il a rebondi sur la petite trendline ici, donc c'est assez propre, tu vois, une trendline qui avait touché une fois, 2 fois, 3 fois, donc le VIX c'est l'indice de la volatilité baqué sur l'SP500, c'est un peu signe de volatilité et de peur, donc là le VIX il se cogne sur la trendline, il descend, l'SP500 il rebondit. Est-ce que le VIX il va tomber comme ça, l'SP500 remonter, et quand le VIX va taper en bas, il va remonter, l'SP500 va taper là et redescendre? Peut-être, c'est très possible. C'est pour ça que si on fait 1 semaine, 2 semaines de vert, il ne faudra pas encore crier victoire. Il faudra faire très attention. Un Bitcoin qui va taper ici les 20 500, cette trendline-là, et puis après, bam, il tombe. C'est aussi possible. Après, c'est sûr que si le Bitcoin, il commence à faire, taillot, je pète ici les 22 000, je pète ici les 25 000, il fait ça, ben là, on pourra dire, il se passe quelque chose de très, très bullish. Bon. Alors, du coup, le Bitcoin qui est très proche de sa trendline, donc une localisation hyper importante. On va être enfin fixé de est-ce que ce marché va réussir à s'affranchir de la trendline baissière qui nous tient depuis les sommets. Si c'est le cas, on aura un petit peu de momentum haussier, très très probablement. Faudra aussi bien évidemment s'installer de l'autre côté, ça c'est hyper important. Le vrai test pour reprendre une dynamique plutôt haussière et avoir une première phase de retracement, ça serait la cassure bien évidemment des 25 200 $ pour plutôt là les investisseurs weekly. À l'instant T, bon, on en est encore loin, bien évidemment. Et du coup, je repasse en daily. On est toujours dans la zone de combat qu'on avait identifiée entre 19 900 et 18 100. On peut la pousser un petit peu si on en a envie. Voilà, maintenant, ça pourrait plutôt être ça, si jamais. 20 300, mais bon, initialement, c'était elle. Donc, je la garde, mais on peut se dire que, bon, idéalement, il faudrait s'installer au-dessus des 20 300. Donc, on va revenir sur ce graphique long terme, un graphique mensuel ou weekly, appelez ça comme vous voulez, avec une très jolie trendline qui tient depuis 2013. Et voilà, tout ce qu'on peut voir, c'est que on est dessus. C'est notamment pour ça que j'avais fait des achats, parce qu'on est revenu tester cette trendline. Moi, qu'on vient de tester une trendline qui dure depuis pratiquement 10 ans, forcément, et en plus, cumulé avec le bas d'une période d'accumulation d'un canal, j'hésite pas, j'achète, et si ça casse, c'est pas grave, je ressors avec une petite perte, mais par contre, si ça rebondit comme les fois précédentes, je m'en sortirai avec des gros gains. Donc, on va voir ça en weekly de plus près, et qu'on peut voir qu'on est revenu parfaitement toucher ma trendline. Donc, 1 fois, 2 fois, et là, vous voyez, on est en train de rebondir dessus. Donc, pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Donc, comme vous pouvez voir, on est au même niveau que pratiquement les semaines. Depuis 2 mois, on traîne aux alentours des 19 000 $. Ça n'a pas bougé, c'est pour ça que je vous ai dit en vidéo, les semaines se suivent mais se ressemblent, mais on commence à avoir des signaux intéressants. Le Rodel, on en parle assez souvent, donc du coup, bon, il est dans le vert, c'est bon, on est OK. Le NUPL, qui est toujours dans la peur actuellement,
dans la capitulation même, du coup on est repassé dans le rouge. Ensuite les bitcoins qui continuent à sortir des exchanges, c'est-à-dire à aller sur des cold wallets, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite on va regarder le net realized profit and loss. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ceux qui sont vraiment positionnés à la vente ou pas, c'est-à-dire contrairement au NUPL qui est unrealized, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vendu, à quel endroit ils avaient acheté et comment ils sont, est-ce qu'ils sont sous l'eau ou pas. Là en l'occurrence c'est plutôt ceux qui sont dans une dynamique vendeuse ou acheteuse et qui pratiquent un acte de vente ou un acte d'achat, où est-ce qu'ils le font. Et là vous voyez que on a tendance à sortir à break-even, ce qui est tout à fait une dynamique de bottom aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les bitcoins reviennent à leur prix d'achat, on a pas mal de gens ici qui sortent du marché. C'est une dynamique de bottom tout à fait normale. Ça se passe globalement plus ou moins à chaque fois. Ici sur la dormance, vous voyez qu'on est complètement à la cave, hein. On est passé sous la zone verte et on est en train d'un petit rebond de la dormance là. Donc ça veut dire que les coins se réveillent un petit peu, ce qui est plutôt une bonne chose après être passé sous la zone verte. Vous voyez qu'on attend un réveil avant d'avoir un bottom également. Donc ça c'est plutôt une jolie dynamique de bottom également. Le reserve risk, c'est-à-dire est-ce que le marché considère qu'on est à un bon prix pour le Bitcoin, en l'occurrence qui également est complètement à la cave là actuellement. La supply qui n'a pas bougé depuis plus d'un an, qui touche un nouvel ATH encore une nouvelle fois, c'est-à-dire qu'on est à, j'ai pas le pourcentage, si 65% de coins qui n'ont pas bougé depuis plus d'un an, et je l'ai dit hier je crois, mais il y a 80% qui n'ont pas bougé depuis plus de 6 mois. Le H Bonds, bon pas la peine d'en parler, il a flashé, on le sait, et le MVRV Z-Score qui a touché sa zone verte également autour du 1er juillet et qui là revient faire un tour dedans. Ether c'est différent, donc on va passer en weekly. Je rappelle pour les investisseurs, depuis que sur Ether on est passé au-dessous de ces niveaux, pour moi, au-dessous des 1700, c'est intéressant pour faire du DCA optimisé sur du long terme pour un bac d'investisseurs hold Ether. On va passer pour du swing investissement. Pour du swing investissement, alors attention, Ether, on en a parlé la semaine dernière. En weekly, j'avais dit en daily, mais c'est même en weekly. Tu le vois ici, top, top, bottom, bottom. Donc on fait poum, poum, poum. On a inversé la dynamique selon Do en weekly. Donc en gros, on a fait un M-top ou un double top en weekly. C'est pas beau. C'est pas beau. Bon. On a juste invalidé ce qu'on avait fait précédemment. C'est-à-dire ici, on avait fait un double bottom weekly. Ici, on a fait un double top, ok. Donc en fait, sur Ether, on est simplement en train de se bagarrer entre cette zone ici, là, qui est la zone des 2000, 2038, et cette zone qui est la zone, je crois, des 890. Ok, on est vraiment dans ces deux bornes. Il y a beaucoup de volatilité sur Ether. Sur maintenant la capitalisation des stablecoins, ce que l'on attend, c'est une sorte de double top. Et on voit que si on casse la trendline ascendante, on pourrait avoir un signal d'achat sur le Bitcoin et sur l'ensemble des crypto-monnaies, parce que je vous rappelle, si ce cours est baissier, il faut acheter, et si ce cours est haussier, il faut vendre. Pour le moment, vous le voyez, on a une sorte de double top qui est en train de se former, avec un deuxième top moins haut que le précédent. Potentiellement, ça pourrait indiquer un éventuel retournement baissier sur la capitalisation des stablecoins, et du coup, ça serait plutôt positif. Le niveau de breakout baissier serait à peu près situé, on en a parlé, à 13%. On reste dans le thème de l'adoption des entreprises traditionnelles avec la Warner Music qui marche dans les traces du groupe Universal Music. En effet, je vous rappelle que ces derniers temps, on a eu Universal Music qui a multiplié les initiatives en lien avec le secteur des NFT, avec par exemple un partenariat avec LimeWire qui a été racheté pour être transformé en plateforme de musique utilisant les NFT, ou encore l'intégration du premier groupe de musique composé exclusivement de membres représentés par des Bored Ape. Et donc pour rattraper le train des NFT qui est déjà en marche, on a la Warner Music qui annonce qu'elle s'associe à la marketplace OpenSea dans le but de, je cite, construire et étendre leur communauté de fans dans le Web3. Concrètement, la société d'édition musicale va créer des collections de NFT pour des groupes qu'elle aura sélectionnés et qui seront revendus sur OpenSea afin de renforcer l'engagement des fans pour les groupes. Et pour débuter, la première collection sera lancée par la branche anglaise de la Warner Music en collaboration avec la société Probably Nothing. Mais pour le moment, on n'a aucune information sur les groupes qui seront sélectionnés. Je vais te parler d'une autre marque qui a fait une belle opération en lien avec les NFT et j'espère que là, ça va ramener des meufs parce que je t'ai pas dit, mais sur YouTube, il y a moins de 5%
qui regardent mes vidéos, je sais pas pourquoi, tu vois. Donc là, les frérots, si vous avez des meufs, des femmes dans votre entourage, là, faut les appeler parce que là, je m'adresse tout particulièrement à elles. Il y a Etam qui a lancé son Metabody avec un NFT qui va donner l'accès à la propriété numérique du Metabody et débloquer des expériences VIP. Et ça, c'est très intéressant, tu vois. On voit qu'Etam, ils impliquent les NFT dans leur stratégie et qu'ils veulent vraiment aussi éduquer leurs clients sur les NFT. Par exemple, sur leur site, ils disent même que les NFT transforment la relation entre les marques, leurs clients et plus globalement leur communauté en offrant des expériences significatives et intimes. Et c'est tout ce qu'on veut. J'espère qu'il y a de plus en plus de marques qui vont les intégrer. C'est sûr qu'il y a de plus en plus de marques qui vont intégrer les NFT dans cette stratégie. Et le tout, tu vois, n'est pas d'intégrer les NFT, mais de bien le faire. Et je pense que là, on a 2 exemples qui sont quand même très intéressants. Et on passe tout de suite à la news suivante, quelque peu contradictoire, parce que cette fois-ci, ce sont les fédéraux qui s'en prennent au métavers. Donc en fait, concrètement, les NFT qu'on peut retrouver dans le métavers, qui peuvent représenter notamment donc des actifs numériques ou des objets dans les jeux, etc., ils peuvent être considérés comme des titres. Et donc potentiellement, les gros projets comme Axie Infinity, Bored Apes et consorts pourraient être très rapidement confrontés aux réglementations. Pour ceux qui étaient dans une grotte durant les dernières années, le métavers, globalement, c'est un monde virtuel avec une économie numérique et un environnement dans lequel on peut évoluer. Donc ça va beaucoup plus loin qu'un simple jeu, mais c'est un réel monde parallèle dans lequel on pourrait interagir, acheter, vendre et même travailler. Et on a eu une très grosse hype autour du concept même de métavers après que la société donc Facebook ait choisi de changer de nom en Meta et que le CEO a déclaré qu'il lançait justement du coup un métavers et qu'il imaginait même que tous les réseaux sociaux donc liés à Facebook pourraient devenir eux-mêmes des sortes de métavers et qu'à l'avenir donc les réseaux sociaux se feraient à travers donc un monde virtuel immersif. Faut savoir que même si à l'heure actuelle il y a encore beaucoup d'incertitudes à ce sujet-là et que je pense personnellement que le bear market va permettre justement de faire le tri parmi les différents métavers qui sont déjà présents, et je pense même personnellement que le ou les métavers qui prendront le monopole ou du moins une grosse partie du marché ont peut-être même pas encore vu le jour actuellement. En tout cas, les différentes prévisions tendent à montrer que d'ici 2024 ça pourrait représenter déjà donc un marché de plus de 800 milliards de dollars. Et on peut d'ailleurs citer toute une liste de grosses entreprises qui ont déjà commencé à investir massivement, dont notamment Google, Microsoft, Nvidia, Nike et beaucoup d'autres. On a également des fonds d'investissement ainsi que des banques qui s'y sont penchés, qui continuent d'y investir massivement. Et ça pourrait même être potentiellement la porte d'entrée du Web3. Maintenant, comme vous vous en doutez, avec une économie aussi colossale, il y aura également de grosses réglementations. Et c'est vrai que la question de savoir justement comment seront régulés les actifs numériques, c'est-à-dire les NFT au sein même du métavers, risque de revenir pas mal de fois à l'avenir sur la table. Est-ce que par exemple il y aura des sortes de TVA sur la vente d'actifs numériques? Est-ce qu'ils vont être justement donc reconsidérés comme des titres? Est-ce que les terrains ou encore les constructions seront des valeurs mobilières ou peut-être même immobilières? Autant de questions auxquelles les régulateurs mais également les acteurs du système vont être obligés de répondre à l'avenir. Quand on sait par exemple qu'il y a énormément de banques de Wall Street qui ont reçu une amende de 1,8 milliard de dollars parce qu'ils ont utilisé donc une application de messagerie qui était interdite, on peut facilement imaginer que des projets de métavers donc comme Yuga Labs devraient potentiellement avoir également des amendes à l'avenir. Et ça notamment pour pas avoir mis en place en fait des contrôles monétaires, des techniques sécurisées. En fait, ce qui est mis en cause, c'est par exemple les nombreux hacks qu'on a connus sur Yuga Labs, avec notamment la collection de NFT Bored Ape Yacht Club qui a subi un gros piratage cette année. Et donc ce qu'ils entendent par là, c'est que à partir du moment où une société va permettre justement un univers ou avec une grosse financiarisation dessus, ce sera eux qui devront être les garants de la sécurité et également de l'argent qui circule justement dans ce projet-là. Et même si à titre perso, je comprends justement que cette dimension-là de la sécurité soit importante, je pars du principe que le fait, encore une fois, de devoir sacrifier un peu de sa liberté pour plus de sécurité, c'est jamais une bonne chose. Et ça pourrait justement décourager pas mal de personnes de lancer des projets donc autour des métavers, tout simplement si jamais il y a un risque qu'ils se prennent une grosse amende, si jamais il y a un problème justement dedans. Et selon moi, ça pourrait même pousser en fait à une certaine élitisation en fait du lancement de projet, parce que tout simplement il y aurait tellement de risques pour quelqu'un de lambda avec une petite équipe qu'il y aurait plus que de très grosses entreprises ou encore des banques pourraient se permettre de prendre le risque et de lancer ce genre de technologie là. Mais bon, encore une fois, il est encore tôt pour tirer des plans sur la comète et on verra ce qui arrivera à l'avenir.
News suivante qui concerne Cross the Edges, puisque Cross the Edges, la collection a disparu d'OpenSea. Alors rassurez-vous, c'est pas très grave. On a vu la collection Azuki qui a disparu, qui a été délistée pendant quelques instants aussi dernièrement, donc c'est sur des trucs qui arrivent. Je sais pas trop ce qu'ils foutent actuellement OpenSea. En tout cas, le compte Twitter du coup a dit qu'il nous tiendra au courant et que pour nous tenir au courant, il faisait aussi un giveaway d'un pack. Du coup voilà, encore un pack en giveaway sur Cross the Edges. Et je rebondis avec un tweet de Guru, un mec que je suis, avec qui j'ai bien accroché, qui était venu une fois sur le live Twitch et qui a pas la langue dans sa poche. Et en effet, en fait, il a réagi à une vidéo du coup de Cross the Edges qu'il a trouvé entre guillemets un peu lamentable avec des fausses infos et tout ça. Du coup, il a fait un très gros thread pour dire ses inquiétudes par rapport aux informations contenues dans la vidéo et aussi au projet Cross the Edges, aux risques, etc. et tout. Parce que forcément, même si moi je suis très hypé, moi vous le savez, je suis super hypé par le projet Cross the Edges, je suis fan de Samy, j'adore le projet, mais même si on est très hypé et qu'on y croit à 100%, il y a toujours un risque. Cross the Edges, ça se trouve demain ça n'existe plus. Mais voilà, moi j'y crois, moi j'ai investi dedans et je suis à fond dedans et c'est un jeu de cartes et je kiffe les TCG. Mais oui, il y a des points négatifs aussi. Donc voilà, du coup, la communauté CTA, si vous voulez vous battre contre Guru à coup de bons arguments, allez voir son thread, je vous mettrai le lien en description, lisez-le, et puis comme ça, si certains veulent lui répondre pour montrer que Cross the Edges c'est un bon projet, allez-y. Et en tout cas, voilà, ça donne la parole aussi aux gens qui sont contre des projets. Il faut donner la parole à tout le monde, et donc c'est plutôt chouette. Tant que les choses sont dites, on va dire, avec des arguments, on peut tout dire, et c'est aussi ça qui est cool avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut échanger comme ça avec le monde entier. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.